Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour cette émission Zoom Sur qui sera consacrée ce soir à l'importance et au rôle joué par les ressources humaines dans une société. Comme vous le savez, la vraie richesse dans un pays réside dans son potentiel humain. Une vérité que certains ont su traduire dans les faits, c'est qu'il leur a permis de jouer le rôle de locomotive dans leur domaine d'activité. Nous connaissons tous des exemples d'institutions dépourvues de ressources matérielles, mais qui sont plus performantes et plus avancées que d'autres qui en regorgent à cause justement du facteur humain. En effet, c'est l'élément humain qui crée la richesse et induit le progrès. C'est le capital humain qui façonne l'environnement, le gère et le détermine. Et pour parler de cet important secteur, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Sidi Ould Sekd, président de l'Association des gestionnaires des ressources humaines de Mauritanie. Bonsoir. Okay. Il est accompagné de M. Abdou Karim Gaye, qui est membre du bureau exécutif de la GRHM. Bonsoir. Bonsoir. Nous parlerons également, entre autres, du rôle de l'association et de ses objectifs. Sans plus tarder, ma question s'adresse à M. Abdou Karim Gaye. Aujourd'hui, quelle est l'importance du facteur humain de façon générale dans une société? Merci, cher Sadibou. Pour répondre à cette question, je reviendrai à une définition même de la gestion des ressources humaines, dont nous n'avons pas une définition universelle, mais on peut se contenter d'une définition qui nous convient. Personnellement, c'est celle donnée par Peretti, qui dit que la gestion des ressources humaines est de faire de sorte que l'entreprise dans laquelle on évolue dispose en un temps donné de l'effectif et des compétences dont donc on a besoin. Donc, et ça, répondre à cette équation me ramène à jouer sur toute la politique RH. Donc, quand on parle de politique RH, on parle maintenant de recrutement, d'avoir une politique qui permet d'attirer les meilleurs potentiels sur le marché de l'emploi. Et une fois que vous avez ces candidats, il faudra maintenant les retenir. Et pour les retenir, il faut une politique. Il faut avoir une politique de rétribution, je parle de rémunération et le package des avantages sociaux qui est attrayant. Et en plus, vous avez la politique d'évaluation, vous avez la formation, vous avez la mobilité et la carrière. Ça, c'est vraiment toute la gamme de la gestion des ressources humaines dont nous développerons plus tard. Monsieur Sidi, ici chez nous, est-ce que l'homme est placé au centre de tout? D'abord, permettez-moi de vous remercier et de remercier la télévision pour l'opportunité qu'elle nous offre de discuter avec vous d'un problème si important et si actuel aujourd'hui. En effet, le facteur humain, comme vous l'avez dit, représente quelque chose d'extrêmement important pour les pays en général et pour les institutions prises à l'échelle individuelle. Vous savez, l'homme, en fait, est au centre de l'entreprise. Aujourd'hui, si on veut parler de richesse, la plus grande richesse que peut avoir un pays ou une entreprise, c'est son capital humain. C'est aussi un élément fondamental dans son développement, sa productivité, parce qu'il est au centre donc de ce que fait l'entreprise. En effet, qu'elle ait des moyens matériels, financiers ou tout autre élément contribuant à son développement, elle le place entre donc les mains d'hommes qui sont capables soit d'en tirer le meilleur profit, soit le contraire. L'objectif, en tout cas aujourd'hui pour nous, c'est de faire en sorte que, à l'instar de beaucoup de pays qui sont dépourvus de richesses, c'est de faire en sorte que les ressources humaines de ce pays soient des ressources compétentes, capables donc d'être un vecteur vraiment de développement au sein de nos entreprises. C'est vrai que
c'est une prise de conscience qui est timide, qui commence à faire le jour et à voir le jour. Et je n'en veux pour preuve que les dernières initiatives au niveau public, où le ministère de la fonction publique, donc du travail, de la modernisation du travail, a mis en place un certain nombre d'actions visant justement à valoriser le facteur humain et à faire en sorte que les ressources de l'État, pour commencer, deviennent plus compétentes et plus performantes. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que, encore, au niveau de l'administration, c'est une première dans notre pays, a vu le jour ces dernières années, un corps qui est dédié spécialement à la gestion des ressources humaines, c'est le corps des conseillers et gestionnaires des ressources humaines. C'est dire l'importance que commencent à prendre les ressources humaines dans nos plans de développement et les plans de développement donc, des entreprises. En tout cas, nous, notre intention est de contribuer justement à placer l'homme au centre donc, de l'activité de l'entreprise et de faire en sorte qu'il soit vraiment un capital et un capital qui peut rapporter gros, nous l'espérons. Les ressources humaines, quels sont les problèmes que rencontre ce secteur ici en Mauritanie? En Mauritanie, il faut dire que les ressources humaines sont toujours au stade embryonnaire. Quand on parle de ressources humaines, le début donc, de l'histoire de la fonction des ressources humaines a commencé par la gestion du personnel. Et en Mauritanie, ce qu'on a trouvé, qu'on a constaté partout, en fait, dans la plupart des entreprises, ils font de la gestion administrative et non pas une gestion dynamique des ressources humaines. La ressource humaine actuellement dans le monde est un partenaire stratégique donc, de l'entreprise, du chef d'entreprise, et tel n'est pas le cas encore chez nous. Il y a des entreprises qui se démarquent, effectivement, mais c'est toujours très faible par rapport à ce qu'on s'attend. Donc, raison pour laquelle l'association de gestionnaires des ressources humaines est consciente de cette situation, veut apporter donc, son soutien pour vraiment changer cette situation. Et justement, vous avez parlé de l'association qui existe, je pense, depuis un peu plus de 2 ans ou 3 ans. Elle est née en marge du Salon de l'Emploi. Depuis lors, quel est votre bilan? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Merci. Donc, je voudrais dire brièvement que notre association est effectivement le résultat d'un constat fait par la Fédération des services et professions libérales qui a initié l'organisation d'un salon de l'emploi et qui a été, je pense, jusqu'à sa 3e ou 4e édition et qui s'est rendu compte qu'effectivement, l'absence des professionnels des ressources humaines à ce salon et à leur implication l'impactait donc très négativement. C'est pourquoi elle a pris l'initiative lors du dernier salon qui s'est tenu en 2014 d'inviter tous les DRH de grandes entreprises et c'est à la suite de ces réunions que nous avons pris l'initiative de créer cette association donc, qui a effectivement, comme l'a dit mon collègue Gaï tout de suite, d'apporter d'abord de la valeur à l'ensemble de ses adhérents à travers les échanges de bonnes pratiques, d'être une force de proposition auprès des pouvoirs publics dans la définition de toutes les stratégies visant le développement et l'épanouissement du facteur humain. Et contribuer aussi avec les acteurs concernés à la promotion donc, de l'emploi, de la formation, son adéquation avec les besoins du marché, etc. Et bien sûr, contribuer aussi à la préservation d'un climat social donc, apaisé, sans lequel donc, les entreprises ne peuvent travailler donc, normalement. Tels sont les principaux objectifs donc, de l'association. Depuis sa création, elle a à son actif un certain nombre d'activités. D'abord, il fallait s'affirmer au niveau des réseaux régionaux et internationaux, parce qu'il faut le signaler, la création de notre association est très récente et comme on dit, vaut mieux tard que jamais parce que
au niveau de la sous-région, si l'on prend, nous nous comparons au Maroc, au Sénégal, la Tunisie, qui sont des pays voisins, les associations existent depuis 4 décennies, 3 décennies ou plus. Et donc, notre premier objectif était d'abord d'intégrer ce réseau africain par l'adhésion à la grande famille de l'AFDIP, l'association des formateurs et directeurs du personnel donc, au niveau de l'Afrique, chose qui a été faite donc, en 2016 lors des journées africaines des ressources humaines qui ont été organisées à Cotonou en 2016. Ensuite, nous avons participé à tous les grands forums, que ce soit au niveau de l'AFDIP ou au niveau de la CAR, la Confédération africaine des ressources humaines, qui englobe donc à la fois les pays francophones et anglophones. Il faut dire que c'était important pour nous parce qu'ayant commencé très tard, il nous fallait donc vivre ou s'inspirer des expériences de ceux qui nous ont précédés pour réussir donc, si vous voulez, notre départ. Au niveau national, donc, nous avons organisé plusieurs séminaires de formation à l'intention donc des gestionnaires des ressources humaines au sein des entreprises du pays, que ce soit ici ou à Nouadhibou. Et nous avons organisé l'année passée notre grande manifestation phare qui est les journées africaines, les journées nationales des ressources humaines qui se sont tenues les 16 et les 17 mai sous le haut patronage de Madame la ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration et qui ont connu une très grande affluence, que ce soit au niveau interne par la participation de plus d'une centaine d'acteurs nationaux et par la participation donc de beaucoup d'experts de la sous-région qui sont venus des pays du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest. Et nous nous apprêtons actuellement à organiser donc la deuxième édition. Nous y viendrons donc plus tard. Et globalement, nous avons aussi, par l'intermédiaire de nos différents partenaires, en particulier la Fédération des services professionnels libéraux, qui, je le souligne ici, nous a toujours soutenus dans nos actions, essayer de vulgariser nos programmes, de faire en sorte de faire adhérer le maximum d'acteurs dans le domaine à cette vision que nous avons et que nous voulons promouvoir. Monsieur le Président vient de citer quelques réalisations et les objectifs. Comment comptez-vous atteindre ces objectifs que vous vous êtes fixés? Bon, pour atteindre les objectifs, je crois que le Président, effectivement, l'a un peu brossé. D'abord, en termes de résultats, on peut parler des journées qui sont déjà écoulées l'année passée. Était un succès pour nous parce que c'était la première édition et en termes de qualité des débats. Donc le rapport qui en est sorti était d'une grande importance. D'abord, ça c'est un premier point. Deuxième point, il a parlé des formations qu'on organise au profit des entreprises sur place qui sont en besoin de formation. La formation, comme vous savez, en Mauritanie, ça pose un problème crucial. Un problème de besoin d'avoir de formation et de formateurs qualifiés. Et d'autres choses aussi, dans ces journées nationales, comme le Président l'a dit, on invite des experts internationaux. Ces experts, s'ils viennent, ils présentent d'abord le modèle appliqué chez eux, qui constitue en effet un benchmarking. Et actuellement, on ne réinvente pas la roue dans le monde. Les bonnes pratiques existent. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui vous présente ces bonnes pratiques, tout ce que vous pouvez faire, vous, en tant que praticien, c'est de s'inspirer de ces pratiques pour les adapter dans votre contexte particulier. Et donc, et là, c'est vraiment une opportunité que nous avons à travers ces journées pour s'inspirer des bonnes pratiques internationales et les adapter dans nos contextes où le besoin est là. Oui. Je voudrais compléter ce qu'a dit Abdou Karim en disant donc que nous avons effectivement des objectifs. Comme toute association de ce type, nos outils sont les conférences, les ateliers, l'organisation de séminaires. Nous avons, comme je l'ai dit tantôt, des objectifs. C'est dans proche avenir
d'essayer d'établir le maximum de partenariats avec d'abord les acteurs concernés par le domaine, au niveau du ministère de l'Emploi, des instituts de formation, nouer des partenariats de manière à apporter donc notre pierre à l'édifice donc de formation et surtout de formation adaptée à notre marché. Parce que le paradoxe aujourd'hui, c'est que malgré le nombre très important de diplômés qui viennent sur le marché, il y a des secteurs d'activité où il y a un déficit et c'est dû certainement au manque d'adéquation de la formation avec les besoins de l'emploi. À ce niveau, notre objectif est d'aider à régler cette problématique ou de contribuer à la régler. Dans le domaine social, de la législation, etc., nous sommes les mieux placés pour mettre le doigt sur les dysfonctionnements, sur les tares ou les insuffisances qu'il y a aujourd'hui dans notre réglementation. Et à l'occasion donc de la révision de ces textes, nous pouvons être d'un apport, par exemple, positif. Et notre objectif est de coopérer avec l'administration du travail, avec les partenaires sociaux dans le cadre des négociations, pour apporter donc notre pierre à l'édifice et de faire en sorte que ces textes soient plus adaptés donc à notre contexte et d'essayer d'éliminer donc les incohérences qu'il y a là-dedans. Bien sûr, ceci à côté de l'objectif constant qui est celui de développer la compétence au niveau de nos adhérents, de faire en sorte de vulgariser les meilleures pratiques en matière de gestion des ressources humaines. Ceci se fait bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, par l'intermédiaire des collègues, des séminaires de formation et surtout par le fait qu'à cause de nos relations dans le réseau africain, nous sommes capables d'amener au niveau national les compétences et les expériences qui font autorité au niveau international et qui peuvent nous aider donc à élever un peu plus le niveau donc de formation. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Guy, rien n'est secret, et il y a des pays qui ont de l'avance par rapport à nous et avec lesquels nous avons beaucoup de choses à apprendre. Et donc ça fait partie donc des objectifs et des moyens que nous comptons utiliser donc pour développer donc le facteur humain chez nous. Monsieur Gueye, le président a parlé tantôt de l'adéquation profil-poste qui pose un réel problème dans certaines entreprises. Comment comptez-vous vulgariser la culture ressources humaines pour éviter ce genre de problème? Ça, c'est un problème un peu sérieux d'abord. Donc, la première étape, c'est au niveau de l'entreprise. Il faut d'abord que l'entreprise ait une culture RH. Si nous n'avons pas cette culture RH, on ne peut pas trouver une solution à ce problème. Le problème prend sa source d'abord au niveau de la formation, comme il dit. Donc c'est un problème qui a plusieurs facettes. Si donc, il y a un problème d'adéquation même de la formation qui n'est pas adaptée, s'il y a un problème de rareté des compétences, pour certaines entreprises, on trouve que certains postes, ils n'ont pas les compétences nécessaires ou appropriées, ce qui fait qu'il faut faire appel donc à des gens qui ne sont pas directement concernés par ce poste, mais qui sont les mieux placés où l'entreprise n'a pas de choix pour faire recours à ces gens-là. Maintenant, l'association peut apporter son aide à travers les formations, comme ça a été déjà dit, ou bien de l'assistance directe auprès de cette entreprise pour mettre en place même une stratégie RH pour les amener à développer les politiques RH. Comme je disais tantôt, dans les entreprises que nous avons vues, ou la plupart de ces entreprises, la gestion RH se limite à la paye, la formation, le recrutement et même ces domaines, il faudra voir comment est-ce que c'est pratiqué. Donc ça rentrait dans l'adéquation profil-poste qui parle d'abord, avant de faire l'adéquation profil-poste, pour le poste, il faut connaître comment décrire cet emploi. Est-ce que c'est bien décrit? Donc c'est une technique, le descriptif d'emploi est une technique, donc il faut être rodé. Voilà, c'est un processus. Si on ne connaît pas cela, on ne peut pas bien anticiper les compétences nécessaires pour occuper ce poste et le profil même du titulaire. Ce qui m'amène à poser la question suivante. Comment voyez-vous le passage en Mauritanie du traitement des ressources humaines classiques vers la conception moderne des RH, à savoir le développement du plan de carrière, la formation continue, la détermination des
positions critiques, entre autres, de l'organigramme? Bon, c'est une chose qui s'impose en réalité. Et actuellement, il y a une concurrence accrue, comme nous avons vu, et les entreprises sont obligées de s'adapter aux meilleures pratiques pour se démarquer. Et donc, c'est une chose qui va venir naturellement. Et nous, ce qu'on cherche, c'est de booster, d'accélérer effectivement donc cette migration vers une gestion des ressources humaines dynamique. Mais c'est une exigence, en fait, dans les normes internationales. Même les partenaires exigent pour certaines institutions publiques ou autres. Donc, c'est une exigence des partenaires internationaux qui exigent que l'entreprise puisse avoir le minimum d'une gestion qui s'adapte aux normes internationales. Je voudrais dire à ce sujet que nous ne sommes pas si en retard que ça, même si nous ne sommes pas très satisfaits de la situation actuelle, parce que il faut quand même faire un distinguo. Il y a certaines institutions qui ont une très bonne tradition de gestion des ressources humaines. Je parle notamment de la SNIM, qui est reconnue pour avoir depuis très longtemps mis la gestion des ressources humaines au centre de ses préoccupations, par l'intermédiaire de la formation, de la gestion prévisionnelle du personnel, et qui est en avance effectivement par rapport à beaucoup d'institutions de ce pays. Il y a d'autres institutions qui s'y sont mises, la Banque centrale, la CNAM, donc je dirais les institutions qui ont une certaine taille et qui sont capables donc de mettre en place des plans de développement des ressources humaines qui sont déjà engagés. C'est vrai qu'au niveau du privé proprement dit, que ça se manifeste essentiellement au niveau du secteur public et qu'au niveau du privé, c'est encore embryonnaire, bien qu'il y ait des exemples de managers dans le privé qui ont véritablement pris conscience de l'importance du facteur humain et de la mise en place d'une bonne gestion des ressources humaines. Donc ce passage, comme l'a dit tout à l'heure Guy, se fera obligatoirement parce qu'il s'impose aujourd'hui. Aujourd'hui, les modes de gestion, les modes de développement, les exigences du monde aujourd'hui font qu'on est obligé de se diriger vers une forme de gestion des ressources humaines plus moderne, plus adaptée au contexte dans lequel nous vivons. Et nous espérons qu'en Mauritanie, ça se passera très rapidement et que les avancées vont se faire très rapidement. En tout cas, nous, c'est notre souhait et notre intention est de contribuer très favorablement. Mais est-ce qu'au niveau de la formation ici, est-ce que les étudiants ou les futurs gestionnaires de ressources humaines sont assez formés sur... Je veux parler de nos réalités, le management interculturel. Est-ce qu'ils sont assez formés? Oui, ça c'est un constat important que nous faisons, nous, en tant que professionnels au niveau des entreprises. On se rend compte que, c'est un problème d'abord général, mais plus spécifiquement au niveau de la gestion des ressources humaines, on se rend compte que les gens diplômés en ressources humaines, quand ils arrivent sur le marché, ils se trouvent complètement en déphasage par rapport à ce qu'ils vont trouver chez eux, comme l'a dit tout à l'heure Guy, parce qu'on leur a rempli le crâne avec de la théorie sur les plans de recrutement, de formation, la gestion par ceci, par cela. Et quand ils arrivent au niveau des entreprises, ils sont confrontés à des problèmes beaucoup plus réels et constants qui sont la gestion courante administrative et pour laquelle d'ailleurs ils n'ont reçu aucune formation. Et ça fait partie des objectifs que nous avons, justement de voir avec les instituts de formation qui sont intéressés par la formation dans le domaine de la gestion des ressources humaines, faire en sorte qu'ils introduisent ces modules de formation qui sont plus en adéquation avec les besoins réels des entreprises et pour que donc ces gens qui sortent de ces écoles puissent effectivement intégrer le marché et la fonction ressources humaines dans les meilleures conditions possibles. M. Gaye, par rapport. Oui, effectivement, donc il y a l'autre aspect au niveau de la gestion des ressources humaines, le recrutement surtout. Il y a un aspect qu'on appelle accueil et intégration. Généralement aussi, on ne donne pas assez d'importance à ce domaine. Un nouvel employé qui arrive, qui est étranger à la culture d'entreprise, il faut lui donner un temps d'abord d'orientation, de comprendre le mode de fonctionnement de l'entreprise, qu'il soit bien encadré et qu'on donne, mais à sa disposition tout l'outil nécessaire. Donc, quelles que soient les compétences de l'individu, la théorie qu'il a apprise, s'il n'est pas mis dans de bonnes conditions, il ne peut pas faire preuve.
Et donc, c'est là où je voulais ajouter par rapport à cela. Monsieur le Président, revenons à votre association. Vous en êtes dans l'interaction avec vos partenaires, comme l'État, par exemple? Oui, merci. Donc, effectivement, une mission comme la nôtre ou des objectifs comme les nôtres ne peuvent être atteints que par la conjonction d'un certain nombre de facteurs, dont notamment le soutien de l'État, des institutions publiques. Au niveau officiel, c'est-à-dire au niveau du ministère, nous n'avons qu'à nous féliciter donc de la réactivité, en particulier de Madame la Ministre, qui l'année passée nous a apporté tout son soutien donc, dans l'activité que nous avons organisée. Et donc, il y a d'autres institutions qui répondent favorablement, qui, comme je l'ai dit tantôt, qui ont déjà pris conscience de l'importance du rôle qui est le nôtre, comme la Banque centrale, la CDD, la fédération qui nous accompagne, le port autonome de Nouakchott, ATTM, etc. Donc, c'est des institutions, et comme on le voit, la télévision de Mauritanie, qui ont pris donc conscience de l'importance de notre mission et qui nous aident dans la mesure du possible. Bien sûr, nous attendons un peu plus de ces institutions et surtout de l'implication d'autres qui jusqu'à présent ne se sont pas impliqués avec nous. Nous sommes sûrs que c'est parce que c'est peut-être par déficit de communication, le jour où l'émission est l'occasion justement de faire le point là-dessus, le jour où ces institutions comprendront que notre rôle est complémentaire avec le leur et que nous pouvons qu'être donc représenter une valeur ajoutée pour le système de gestion des ressources humaines, qu'ils coopéreront encore plus. Et nous l'espérons surtout à l'occasion de grandes manifestations comme celle des Journées nationales, où nous avons un défi à relever parce que nous recevons nos pairs des pays étrangers et nous aimerions au moins que pendant les manifestations de ce genre, que la solidarité nationale, en particulier des entreprises, se manifeste pour que nous organisons dans les meilleures conditions possibles. À ce niveau-là, je donnerai des exemples. Le Sénégal, qui est un pays voisin, ces manifestations sont prises en charge intégralement, pratiquement, par le patronat, qui les finance presque à 90%. Ils ont des partenariats très importants avec des institutions, comme le 3FP, le Fonds de financement de la formation professionnelle, qui a compris l'apport que peut avoir une association de gestion des ressources humaines et qui a mis en place avec eux des programmes de formation où ils mettent à contribution donc les compétences dont regorge leur association. Et ce n'est que du bénéfice donc pour les deux parties. Au Maroc, par exemple, c'est la même chose. Au Maroc et en Tunisie, par exemple, ils bénéficient de l'appui des partenaires qui financent leur activité à l'année, des organismes internationaux comme la Corada d'Adenauer, par exemple, qui s'occupe du développement des facteurs humains en Tunisie, au Maroc, par exemple. D'ailleurs, au Sénégal aussi. Ici, elles ne sont malheureusement pas là. Nous sommes dépendants du Maroc et nous essayons de nouer donc des relations avec cette institution et avec le bureau régional du BIT à Alger, parce que nous considérons que c'est aussi une institution qui est concernée par notre activité. Et donc, voilà, nous espérons que nous évoluerons vers des choses positives comme celle-là, où on verra le patronat des entreprises prendre en charge. Mais vous êtes là depuis 3 ans, vous ne pouvez pas vous comparer à des... Non, évidemment, pas du tout. Pas du tout, loin de là notre intention de nous comparer avec ces gens. Mais nous espérons que la prise de conscience va être plus rapide, parce que les exemples positifs peuvent être dupliqués plus rapidement que... Absolument. Donc, ce qui m'amène à parler des journées nationales que vous allez tenir ici à Nouakchott, sous le thème, je pense, si je me trompe, la sécurité sociale, enjeux et perspectives. Pouvez-vous nous parler un peu de façon ramassée de ces journées? Oui, effectivement, donc les journées nationales de cette année, qui sera la 2e édition, porteront
sur la sécurité nationale, la sécurité sociale, donc l'état des lieux et perspectives. Donc, ça sera une occasion, il faut dire, une opportunité aux employeurs et aux employés donc, de connaître les obligations d'abord d'une part de l'employé en matière de sécurité sociale et d'autre part les employés de connaître leurs droits. Donc c'est une opportunité qui est offerte. Donc c'est un moyen d'apprendre parce que généralement les gens en Mauritanie ou même ailleurs, c'est constaté, les gens évoluent par incident critique. On consulte les textes que s'il y a un problème, ou bien si on veut engager des réformes. Si tel n'est pas le cas, on n'est pas intéressé, alors que la sécurité sociale est encadrée par une loi. Donc, ce sont des textes qui existent. Et nous devons donc les connaître, les appliquer, ça c'est le minimum, ou bien même faire plus que cela. Et là, le président va développer certainement sur ce programme. Donc, effectivement, à l'instar de toutes les associations comme la nôtre, quand nous organisons une manifestation, nous choisissons régulièrement un thème. Et très souvent, nous faisons en sorte que ce thème soit un thème d'actualité. La sécurité sociale aujourd'hui est un problème qui revient de manière récurrente au niveau de toute la région dans laquelle nous nous trouvons, parce que le premier constat est que les textes qui régissent donc les systèmes de sécurité sociale ont tous hérité de la colonisation. Ils n'ont pas connu d'évolution, sauf de rares exceptions. Et il y a véritablement un besoin, en particulier chez nous, de faire un focus sur la situation de la sécurité sociale dans toutes ses composantes, que ce soit la sécurité sociale en termes de gestion des risques professionnels, les pensions, que ce soit au niveau de la couverture médicale par l'intermédiaire de la Caisse nationale d'assurance maladie, ou que ce soit au niveau des institutions comme l'Office mauritanien de la médecine du travail, qui est concerné aussi par les risques, et surtout la prévention des risques professionnels. Et donc notre objectif est de jeter la lumière sur ce sujet, de faire en sorte que les échanges de ces échanges sortent donc des conclusions et des pistes donc d'amélioration et de correction donc des dysfonctionnements qu'il y a eu. En particulier, je dirais qu'au niveau des pays de la région, en particulier au niveau des pays du Maghreb et du Sénégal, des réformes ont été entamées depuis quelques années, même au Mali, beaucoup plus récemment, et que ces réformes, de ces réformes, nous pouvons nous inspirer, et notre objectif justement, c'est d'amener des experts qui vont intervenir ici, qui vont nous présenter leurs expériences, les réussites, les échecs, et nous espérons pouvoir en tirer donc profit pour essayer d'améliorer chez nous. Il faut dire qu'à ce niveau-là, nous sommes vraiment à la traîne, parce que partout, la protection sociale évolue positivement, pour diverses raisons d'ailleurs, soit parce que c'est des pays qui essaient de partager un peu la richesse née de leur développement économique, c'est le cas au Maroc, en Algérie, etc., ou des avancées sous la pression donc, de la rue, des travailleurs, comme c'est le cas en Tunisie, où il y a des avancées notoires, au Sénégal aussi, et nous espérons donc que ces assises vont être l'occasion de discuter de problèmes très importants donc liés à la sécurité sociale. Nous avons, et je tiens à le préciser, pris la tâche donc des institutions qui ont en charge de ce, parce qu'on ne peut pas imaginer discuter de ces problèmes, arriver à des conclusions en l'absence donc des principaux acteurs qui sont la Caisse de sécurité sociale, la CNAM, l'ONT. Nous avons reçu donc des réactions plus ou moins favorables selon le cas. L'ONT, par exemple, l'Office national de la médecine du travail, qui s'est très vite engagé avec nous et qui est un partenaire dans l'organisation. La CNAM, qui est aussi en train de s'engager. La CNSS, que nous essayons de démarcher, bien que nous n'ayons pas encore pu donc, conclure quelque chose avec elle. Mais
nous estimons que c'est un sujet qui les concerne en premier et que nous, en fait, notre rôle est justement de créer les débats, d'amener des experts qui peuvent en discuter, échanger avec les expertises nationales de manière peut-être à faire avancer un peu les choses. Et quand on rentrera dans le détail, on verra que les problèmes existent à divers niveaux, au niveau de la faiblesse des cotisations, des assiettes peut-être, au niveau de la faiblesse aussi des taux pour les pensions de retraite, etc. Tout ça, c'est autant de problèmes auxquels il faut essayer de trouver des solutions. Et avec les expériences que nous allons confronter avec la nôtre et les constats que nous allons faire, on peut peut-être trouver des pistes d'amélioration qui vont amener sur une meilleure couverture, une meilleure prise en charge de la sécurité sociale au niveau de notre pays. Mais comment comptez-vous amener les décideurs à l'adapter au contexte économique du pays? Vous savez, nous, on n'est pas au poste de décision. Nous, notre rôle et le rôle des associations comme notre, c'est de susciter les débats, c'est de faire des propositions, c'est d'amener les gens à échanger et amener, nous l'espérons, progressivement à une prise de conscience qui va amener les pouvoirs publics, parce qu'il n'y a pas que les pouvoirs publics, parce qu'il y a des réticences. Est-ce que les employeurs sont prêts, par exemple, à accepter une augmentation des taux de cotisation? Est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on fasse sauter le plafond? Parce qu'en définitive, ce sont eux qui cotisent le plus. Le travail, ils cotisent à un niveau beaucoup plus faible. Il va falloir les convaincre de la nécessité de s'engager sur cette voie, parce qu'effectivement, une meilleure prise en charge de la sécurité sociale, c'est une meilleure garantie de l'épanouissement du personnel, du facteur humain, et par conséquent, donc, une meilleure rentabilité au niveau des entreprises. Il faut les amener à accepter ces constats et cette relation de cause à effet pour les amener progressivement à comprendre qu'en définitive, en s'engageant sur cette voie, ils ne sont pas perdants. Ce n'est pas parce qu'ils vont payer un peu plus qu'ils vont être perdants. Et donc, notre rôle, c'est d'amener tous ces acteurs, les syndicats aussi, à s'engager pour que tous ensemble, on essaie de faire évoluer les niveaux de couverture sociale chez nous, parce que il est malheureux de le constater, il est vraiment dérisoire, très faible par rapport à tous les pays de la sous-région. Monsieur Gaye, quel système de financement pour une meilleure protection sociale? Le système de financement, comme l'a dit Monsieur le Président, parce que les cotisations, nous avons ce qu'on appelle les cotisations patronales et les cotisations salariales. Donc c'est deux parties. Et on ne peut pas rentrer dans ce sujet. Donc on se réserve le droit au moins de permettre aux téléspectateurs, aux participants, de participer donc, aux journées pour découvrir en fait. Vous pouvez vous donner un avant-goût. Donc, voilà, un avant-goût, parce que les financements, nous avons donc les cotisations patronales et les cotisations salariales. D'autre part, donc il y a des systèmes, généralement en Mauritanie, pour ce qui est des pensions, nous avons donc des régimes qui sont des régimes à prestations donc définis. Alors dans d'autres pays, les gens tendent à des systèmes par capitalisation où donc les cotisations peuvent être placées donc dans des banques, peuvent être fructifiées. Donc il y a des bons de trésor ou des sukuk. Donc il y a plusieurs formes au moins pour augmenter un peu le capital. Non, je voudrais dire que le financement de la sécurité sociale est un problème. Il se pose avec acuité, pas chez nous d'ailleurs, un peu partout dans le monde, parce que en vieillissant, la population donc coûte plus cher, en particulier la population des travailleurs. Ici chez nous par exemple, pendant 20 ans, la Caisse n'a fait qu'engranger de l'argent. Mais depuis 2 décennies, elle commence à payer parce qu'il y a de plus en plus de retraités, il y a de plus en plus de personnes à prendre en charge. Et évidemment, les déficits commencent à se faire sentir. C'est pourquoi il faut être innovateur et essayer de trouver d'autres formes de financement autre que la cotisation traditionnelle, en particulier quand la cotisation chez nous est soumise à un plafond qui est très bas, 70 000 Ouguiya, et avec des taux aussi parmi les plus bas, sinon les plus bas dans la sous-région. Donc le financement va se faire soit maintenant
par la conjonction d'un certain nombre de facteurs. D'abord, peut-être élever les plafonds, essayer d'améliorer les niveaux de cotisation, mais en plus trouver aussi d'autres panacées. C'est-à-dire qu'il y a certains pays où des taxes ont été créées sur, je sais pas moi, sur le tabac, qui vont par exemple pour le financement de la sécurité sociale, d'autres qui font une taxe au niveau du bénéfice, par exemple, pour financer la... Bon, il y a différentes autres formes à explorer, mais toujours est-il qu'on se rend compte aujourd'hui qu'en allant en continuant sur la même voie, le système va arriver à ses limites et on va se rendre compte que finalement, les cotisations qui sont payées ne vont plus couvrir les charges de la sécurité sociale et qu'elle va vers les déficits comme c'est le cas structurellement au niveau de tous les grands pays. Et donc il va falloir peut-être prendre les devants et essayer d'être innovateur et de trouver d'autres formes de financement pour pallier à l'insuffisance des apports de cotisation pour le moment. Il ne couvre pas le secteur informel qui est prédominant en Afrique. Ou qui domine en Afrique, particulièrement en Mauritanie. Quelles sont les solutions? Effectivement, et ça c'est un problème qui se pose d'ailleurs pas en Mauritanie seulement, c'est un peu partout, mais peut-être avec un peu plus d'acuité en Mauritanie, c'est que le secteur informel qui n'est pas structuré ne contribue pas au financement de la sécurité sociale. Ou même contribuer à la couverture tout simplement. Et il va falloir, et ça fait partie des sujets que nous mettons sur la table par exemple, comment faire en sorte que le secteur informel participe au financement de la sécurité sociale ou à défaut de contribuer au financement, qu'il contribue à la prise en charge au moins de certaines couvertures sociales. Au Sénégal par exemple, ici, le système des mutuelles, par exemple, a commencé par le bas. C'est-à-dire que c'est des mutuelles de quartier qui se sont créées d'abord et qui ont progressé vers le haut jusqu'à arriver au système de mutuelles beaucoup plus grandes, etc. Est-ce qu'au niveau, par exemple, du secteur informel, il ne faut pas essayer de cultiver cette démarche-là, de manière à ce que des corporations ou certaines activités bien ciblées entre lesquels il y a des liens bien établis, s'organisent par exemple sous forme de mutuelles pour prendre en charge la couverture maladie ou d'autres formes de prise en charge donc de la couverture sociale. C'est par exemple l'une des choses qui peuvent être expérimentées, mais toujours est-il qu'effectivement aujourd'hui le secteur informel constitue donc une grande masse de travailleurs qui produisent et qui ne sont pas organisés et qui ne contribuent pas donc dans le circuit de protection sociale. Donc, M. Gaye, c'est la même question pratiquement. Quelle solution pour le secteur informel en Mauritanie, selon vous? Oui, je crois qu'il a beaucoup brossé, parce que quand on parle effectivement de la sécurité sociale, c'est plusieurs aspects et donc plusieurs domaines. Et donc le même problème ne se pose pas dans tous les domaines. Donc, si on parle de prestations familiales, est-ce que donc, le secteur informel est directement lié? Maintenant, si on parle de l'assurance maladie, oui. Et là, je crois qu'il y a au moins un pas à la Mauritanie par rapport aux autres pays avec l'assurance universelle. Il faut le saluer, c'est déjà quelque chose qui est innovatrice, la CNAM. Et on espère que dans le futur, effectivement, la CNAM prendra en charge les employés du secteur informel. Donc, selon vous, quelles sont les pistes d'action pour une bonne gouvernance de la protection sociale? Oui, effectivement, la gouvernance, je ne dirais pas qu'elle pose problème, mais comme cela est le cas partout dans le monde, c'est en général des institutions publiques qui sont chargées de la gestion donc de la sécurité sociale, comme on le voit. En Mauritanie, il y a essentiellement 3 institutions, la CNAM, qui est donc un établissement public, la CNSS aussi, l'OMT, et bien sûr, ça induit indirectement que c'est l'État qui doit tout prendre en charge, c'est l'État qui doit pallier aux insuffisances qu'il y a.
et c'est en général aussi, il faut le reconnaître, une gestion pas toujours très rigoureuse parce que, en général, quand les privés est impliqué, il y a beaucoup plus de rigueur parce qu'ils sont, comme on dit, beaucoup plus près de leurs sous. Et peut-être il faut évoluer vers une gouvernance plus collégiale et plus ouverte pour que tous les acteurs soient impliqués et pour que, assurer une meilleure gestion donc, des fonds qui vont être... Et c'est peut-être aussi une manière de les convaincre à s'impliquer un peu plus parce que aujourd'hui, les employeurs qui cotisent se disent c'est de l'argent que nous versons à l'État, nous n'avons plus aucun retour de bâton, nous n'en bénéficions pas, etc. Alors que si demain ils sont impliqués dans la gestion de toutes ces institutions, avec d'ailleurs aussi les travailleurs, ils vont se sentir donc concernés, ils vont avoir un droit de regard et ils vont peut-être mieux voir les résultats qu'il y a en retour donc, quand ils contribuent. Donc, la gouvernance donc, a besoin d'être repensée de manière à rendre la gestion de ces fonds, de ces institutions plus lisibles, plus ouvertes, et de manière à ce que toutes les parties se sentent intéressées et s'engagent donc sur cette voie. Monsieur Gaye, avant, il nous reste un peu plus de 10 minutes. Avant de nous rappeler la date des journées et du programme, pouvez-vous nous dresser un petit bilan des réformes réussies en Afrique et dans le monde et nous proposer, au nom de votre association, des mesures et des pistes d'action de nature à améliorer sensiblement les systèmes de protection sociale ici en Mauritanie, qui existent ici? Pour répondre exactement à votre question des réformes qui ont réussi en Afrique, je n'ai pas de réponse exacte. Mais je sais que c'est un problème qui est mondial. Même les pays développés, ils traversent ces problèmes avec la maturité de leur système d'assurance sociale. Ils ont beaucoup de problèmes de financement, ces pays-là. Donc n'en parlons pas aux autres pays qui sont encore jeunes. Et d'abord, d'habitude, on dit qu'il faudra, je crois, à peu près 40 ans pour mesurer l'efficacité ou bien pour évaluer un système de sécurité sociale. Je ne peux pas donner de précision par rapport à cela. Ça donne l'objet d'un séminaire. Voilà. Non, je voudrais dire que, bon, les réformes réussies, bon, il faut relativiser tout ça. Il y a des pays où il y a des réformes qui ont été entreprises, qui ont donné des résultats. C'est, je dirais, le cas de la Tunisie, du Maroc. L'Algérie n'est pas un cas comparable parce que c'est un pays qui a beaucoup de ressources et qui très tôt d'ailleurs, dès les années après l'indépendance, a eu une politique sociale très favorable donc, et a consacré donc, très tôt beaucoup d'argent donc, à la couverture sociale. Et donc c'est un cas à part, effectivement. Ils ont une très grande culture de bonne prise en charge donc, sociale. Mais le Maroc et la Tunisie sont des exemples de réformes plus ou moins réussies. Et comme toute d'ailleurs entreprise humaine, il y a des insuffisances évidemment, mais ils ont quand même réalisé des avancées. Le Sénégal tout près ici a commencé aussi a mis en place un certain nombre de réformes, dont certaines ont connu des succès. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le secteur informel, par exemple, est beaucoup plus impliqué dans la prise en charge donc, de la sécurité sociale. Il est plus, je dirais, pas structuré, mais presque structuré de manière à contribuer. Donc, et ça, c'est un exemple. Au Maroc, pas au Maroc, au Mali à côté, déjà depuis les années 90, et après la première révolution chez eux, ils se sont engagés sur une voie de réforme aussi qui a donné des résultats. Effectivement, avant de s'engager sur des voies comme ça, il faut s'assurer d'avoir
les moyens, comme on dit, de son ambition, parce qu'effectivement, c'est des pays comme la Tunisie, comme le Maroc, ont connu quand même un certain développement du tissu économique qui a permis donc de trouver les moyens de ces réformes. Il faudrait que nous aussi, quand j'espère les conditions vont le permettre, et quand on arrivera à un stade de développement qui le permette, qu'on puisse engager les réformes qu'il faut aussi pour toute proportion gardée, imiter nos voisins. Donc, pouvez-vous nous rappeler les dates et les objectifs de la formation? Les journées nationales. Le président, il a le programme, c'est les 16 et 17 avril, et ça se déroulera à l'hôtel Wissal. Et le président, il a le programme devant lui. Donc, effectivement, les journées vont se tenir les 16 et les 17. Et c'est un programme donc, qui est très chargé parce que pour la seule première journée, il y a 5 ou 6 conférences avec débat. Donc, d'abord une conférence d'état des lieux en Mauritanie, ensuite nos invités et les experts donc, de la sous-région vont venir chacun exposer l'étendue et les réussites, les échecs donc, des réformes à leur niveau. Ensuite, on va ouvrir la voie donc, aux institutions nationales en charge de présenter elles aussi les réformes qu'elles envisagent, les programmes qu'elles ont en cours, parce qu'on sait que ces institutions, malgré tout, sont en train d'avancer, d'essayer de faire progresser les choses. Donc, c'est l'occasion pour eux d'expliquer les réformes qui sont en cours, notamment au niveau de la CNAM, de la sécurité de l'OMT, etc. Et donc, la deuxième journée aussi va aborder des sujets beaucoup plus approfondis, comme quel système de financement pour la sécurité sociale, le rôle éventuellement des mutuelles dans la prise en charge de la couverture sociale, parce que c'est un aspect, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais elles ont un rôle très important à jouer parce qu'elles peuvent suppléer les insuffisances qu'il y a au niveau de ces institutions si ces mutuelles sont bien organisées, si les entreprises comprennent, et les travailleurs aussi, leur importance. On va parler d'hygiène et de sécurité du travail parce que c'est un sujet très intimement lié donc, à la sécurité sociale globalement. Donc, on va peut-être donner l'occasion à certaines autres institutions privées qui sont des opérateurs dans le domaine de l'assurance maladie. Des exemples, par exemple, de timides initiatives, par exemple, pour la gestion des retraites complémentaires, l'exemple réussi de la Banque centrale, de la SNIM et d'autres entreprises qui s'engagent là-dessus, peut-être discuter et voir ces expériences et ne peuvent pas être développées, élargies, parce qu'elles peuvent aussi contribuer à améliorer certains aspects de la sécurité sociale, notamment les pensions de retraite, de vieillesse, etc. Donc c'est un programme riche qui va se dérouler donc, sur deux jours. Et donc, pour lesquels nous invitons véritablement tous les acteurs, toutes les personnes ressources, donc, auxquels nous invitons ces gens à participer, à venir échanger avec leurs collègues donc, des pays de la région. Il y a 9 pays qui vont être représentés. Et chaque pays sera représenté par un expert qui fait autorité dans le domaine. Et donc, c'est l'occasion pour nos personnes ressources, les gens intéressés donc, par le domaine, de venir donc, échanger avec ces gens. Et donc, nous l'espérons, arriver à des conclusions qui vont nous permettre de faire des avancées notoires dans ce domaine. Voilà, merci. Monsieur Gaye, si vous avez un dernier mot par rapport aux ressources humaines de façon générale et leur importance. Par rapport aux ressources humaines, je pense que le président a tout dit par rapport au programme et à l'association. Ce qu'on peut dire par rapport aux ressources humaines, c'est d'inviter effectivement nos acteurs nationaux à se rapprocher de l'association pour qu'on puisse développer des relations de partenariat
et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les assister aussi à développer les ressources humaines. Merci, M. Gaye. Voilà qui met fin à cette émission. Je remercie mes invités, M. Sidi Ould-Sakd, président de l'AGRHM. Je remercie également M. Abdou Karim Gaye, qui est membre du bureau exécutif de l'AGRHM. Je remercie l'équipe technique, le cadreur Mohamed Mhamdelmami, son cher Tourad Habib, script Mentou Wahbin, Nodal Tahman Boud, réalisation Mustafa Mohamed. À la prochaine. Au revoir.